Valentir! Partiu! Pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot. On parle foot, voilà, là, on parle foot, c'est mieux, ouais. On est en retard, 3 minutes déjà, excusez-nous de ce retard. Quelques petits soucis techniques à régler un petit peu avant. Mais nous sommes présents ce soir sans problème, je pense pas. Enfin, je vérifie. Non, il n'y a pas de souci, tout le monde est là. Tout le monde est présent en tout cas. Et tout le monde est présent avec mes chroniqueurs, Chris, Thomas, Xavier et Brice qui sera en off. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, voilà, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et ce soir, on a un invité, comme tous les mardis, un invité de marque, qui a été formé à Bordeaux, qui a joué pendant 1 an à Lorient, et qui est maintenant au RC Lens depuis 2011, Pierre Ducasse. Bonsoir Pierre. Bonsoir tout le monde. Merci Pierre d'être présent avec nous, c'est un énorme plaisir de vous avoir sur RTS Radio. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Merci, ok, bon allez. C'est parti, on fonce dans tout ça. En tout cas, je passe déjà un petit coucou à Vavel, un site de foot, et à tous nos sponsors aussi, football.com, tout le monde s'en fout, et jeunefooteux.com. N'oubliez pas, sur Twitter, donc Brice nous dira en direct toutes les réactions des tweetos sur on parle foot, hashtag RTS. N'hésite pas, Brice, à nous dire ce qui se passe, tous les gens qui vont réagir. Bon, et c'est parti pour le premier débat. Quel style de jeu adopter quand on est promu? Jouer à 10 derrière ou plutôt jouer offensif? Donc c'est parti. Première question pour toi, Pierre. On est promu, donc on sait c'est très compliqué de rester dans la Ligue 1, dans l'élite, c'est assez complexe. Toi, tu partirais vraiment sur un jeu très très défensif ou toi t'es pas vraiment très très fan de ces jeux à 10 derrière? Bon, question au niveau du football, bien sûr, je pense comme la majorité des gens aiment le foot offensif avec beaucoup d'allant, avec des buts et du spectacle. Mais après, quand on monte en Ligue 1 et notamment dans tout le football professionnel, il y a beaucoup d'enjeux qui deviennent économiques et tout ça, donc il y a une obligation de résultat qui rentre en jeu et je pense que c'est ça qui influe aussi sur l'obligation de résultat, c'est indirectement ça se reproduit un peu sur le terrain et quand on est promu, ça veut dire qu'on arrive dans un championnat supérieur auquel on était l'année d'avant. Et je pense que bien sûr, il faut gagner des matchs, donc en premier lieu, les équipes qui montent de Ligue 2 à Ligue 1 et inversement, celles qui descendent de Ligue 1 à Ligue 2, je pense qu'elles ont un niveau qui est très proche. Par exemple, des équipes comme l'année dernière, celles qui étaient en Ligue 2, Reims, Troyes et Bastia, je pense que c'est des équipes qui sont quasiment au même niveau on va dire de 7 ou 8 équipes qui jouent le bas de tableau en Ligue 1. Donc contre ces équipes-là, je suis plus partisan pour une tactique, on va dire offensive et essayer de qualifier les matchs. Et après, c'est sûr que quand on tombe contre des équipes comme le PSG, je cite parce que je suis en train de regarder leur match, mais comme Marseille, comme Lyon, des grosses cylindrées, on va dire, de Ligue 1 qui disputent les places en Ligue des Champions. Je pense que forcément la valeur des joueurs est supérieure à celle d'une équipe promue, donc forcément il faut adopter les tactiques adéquates et jouer un peu plus défensif. Alors moi justement j'ai une question pour toi Pierre, puisque là concrètement on voit que Lens cette année a un jeu résolument offensif par rapport aux autres saisons, et est-ce qu'on n'a pas peur avec un jeu si offensif de se faire prendre en contre et finalement de perdre des matchs alors que on va jouer un foot total poussé vers l'avant finalement? On s'attache à travailler tout ça à l'entraînement toute la semaine. C'est vrai que Eric Sicora il insiste beaucoup là-dessus. En fait, c'est de prôner un jeu très offensif tout en gardant un équilibre et en gardant des sécurités derrière, parce que c'est sûr que dans leur attaque, ça va être compliqué de défendre. Mais essayer d'apporter un maximum de joueurs dans la surface adverse et pour se créer beaucoup d'occasions sans toutefois se découvrir totalement, donc en gardant des joueurs derrière.
Bah moi je pense c'est Xavier, c'est mon avis un petit peu quand tu montes en première division, c'est que souvent les équipes ils arrivent en jouant, parce qu'il y a beaucoup d'équipes en plus en Ligue 1, ça joue quand même pas mal défensif, et je pense que ils arrivent un peu timides et ils veulent surtout monter comme ils montent, être un peu avec ce style de jeu là, quitte à évoluer, peut-être ils arrivent à se maintenir les autres années. Même si j'ai remarqué quelque chose, moi, c'est que souvent la première année, c'est beaucoup d'équipes y arrivent pas mal, et c'est souvent la deuxième année qui est un peu plus compliquée. Et je me posais la question aujourd'hui, je sais pas si vous vous rappelez tous, c'est quand le dernier promu qui a vraiment fait du jeu et qui a réussi à se maintenir. Moi, il y a Lorient qui me revient un peu en tête. Montpellier, rappelle-toi de Montpellier. Montpellier, C'était ouais. une énorme saison quand il est remonté. Je pense à Lorient, parce que ils sont montés de Ligue 2 avec cette philosophie de jeu qu'ils ont actuellement, et c'est vrai qu'ils se sont attachés à la garder depuis un moment, et on voit que ça paye parce que ils arrivent à rester en Ligue 1 pardon, mais on voit quand même qu'ils font des séries en engrangeant des points, surtout en début de saison. Mais je pense à la différence des grosses écuries qui commencent peut-être un petit peu moins bien sur la durée, en prenant ce jeu tellement offensif, ils retrouvent, on va dire, entre guillemets, leur place un peu plus dans le milieu de tableau. Et vous avez remarqué, vous, Pierre, que c'est souvent plus difficile la deuxième année, la confirmation? Ah, c'est vrai, tous les ans, ça se dit, et les promus, on peut rappeler il y a un cas qui est un peu plus marquant encore, je crois que c'est Grenoble, non? J'allais dire, effectivement. Ouais. Non, ils ont fait une super première saison en Ligue 1 quand ils sont montés, et derrière, ils ont connu une dégringolade totale, donc, non, c'est vrai que c'est un exemple qui revient assez souvent. La première saison, c'est toujours un peu plus facile que les saisons suivantes. C'est comme on dit, c'est bien de prouver, mais le plus important, c'est toujours de confirmer, donc, c'est valable un peu à tous les étages. Alors, je pense que si on part là-dessus sur à 10 derrière, c'est caricatural, hein, bien sûr, mais il y a certaines équipes qui le font. Mais si on veut jouer offensif, je pense qu'il faut partir quand même sur cette base défensive. Hein, automatiquement, beaucoup d'entraîneurs le disent et le répètent. Il faut partir sur une bonne base défensive pour arriver à se maintenir et arriver à continuer à jouer. Moi, faut aussi confirmer, si on joue très offensif, il faut quand même avoir une défense assez rapide. Hein. Je sais pas si toi tu peux me confirmer, Lucas, mais Pierre, en tout cas, faut avoir cette défense assez rapide, parce que si on joue offensif, automatiquement, très très vite, on peut se faire contrer. Ça peut être très très vite complexe. Ouais, il y a ce paramètre-là qui me semble vrai, parce que une défense rapide, maintenant, il y a beaucoup d'attaquants qui sont très rapides, et il y a pas beaucoup d'équipes, on va dire, qui jouent avec un seul pivot qui court pas beaucoup. Souvent, quand les équipes jouent défensive, ils mettent quelqu'un de rapide devant, donc forcément l'adversaire de cette équipe qui joue de manière assez défensive, qui est porté vers l'avant, il faut qu'elle soit capable de s'adapter aussi à l'équipe adverse, même en attaquant, parce que, comme vous dites, sur un contre, s'il y a un avancement qui est rapide et qui part et tout ça, il faut soit une défense rapide, soit un équilibre avec, par exemple, si le latéral gauche monte, il faut que le latéral droit essaye de couvrir et de rester avec ses deux défenseurs centraux, plus éventuellement un milieu de terrain. Comme ça fait 4 joueurs. Et ça permet à 6 autres joueurs d'attaquer, donc ça reste suffisant. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi beaucoup d'automatisme et avec le temps que cet équilibre attaque-défense se construit dans une équipe. Et voilà, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'en France, le style de jeu, il est quand même assez frileux. Hein. Il y a quand même peu d'équipes qu'on voit qui développent du jeu. Ça joue beaucoup, comme tu disais, Christopher, vachement à jouer derrière, une équipe solide avec des contre-attaques. Il y a peu d'équipes qui font du beau jeu. Moi, il y a Lille, il y a Lorient, qui me vient à l'esprit. Il y a Valenciennes cette année qui fait du beau jeu, mais il y en a pas énormément. Hein. C'est moyen. Ouais, vas-y, Pierre, réagis si tu voulais réagir. Non, j'allais dire, dans les championnats européens, on regarde pas autant que la Ligue 1, bien sûr. Peut-être aussi, ouais. Je sais pas si vraiment les 20 équipes de chaque division je pense que quand on tombe contre le Real ou le Barça en Espagne, je pense pas que les adversaires partent non plus tous à l'abordage, donc. Ouais. Je pense qu'il y a quelques équipes qui peuvent se permettre de jouer tout le temps offensivement, parce qu'ils sont tellement bons qu'ils arrivent à garder le ballon devant, donc ils sont moins souvent en danger. Et les autres, par la force des choses, ils sont obligés de plus se sécuriser parce qu'ils ont moins de garanties offensives que les autres.
N'oubliez pas, hashtag RTS si vous voulez réagir sur Twitter. Moi, je pense qu'il faut partir sur une base solide, un promu qui monte. On l'a bien vu. Moi, je pense que le très très bon exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Montpellier. Montpellier qui remonte avec, il perd très très peu de joueurs en montant en Ligue 1. Donc c'est plus simple. On garde des automatismes et quand on arrive en Ligue 1, même si le niveau est plus haut, bon sur certains clubs, attention, c'est plus simple, je pense. Pierre, si tu arrives, toi tu connais tes joueurs, tu connais avec les joueurs que tu joues, tu les connais bien, tu les connais personnellement, bien sûr. Il y a un groupe qui se crée, donc plus facile de jouer avec un groupe qui se crée qu'avec justement un groupe qui se découvre avec plusieurs joueurs titulaires qui changent. Non, bien sûr, je parle de mon cas personnel, mais à Lens, on a pu voir que on avait un nombre considérable de nouveaux et ça a pris beaucoup de temps avant déjà de se connaître et de tous s'adapter vraiment aux exigences du style de jeu qu'on voulait proposer. Et c'est vrai que cette année, il y a eu un peu moins d'arrivées et on voit que c'est un peu plus facile. Donc après, il y a la réalité économique qui rentre en jeu. Lens descendait de Ligue 1, donc il y avait une masse salariale à dégraisser fortement, donc il y avait beaucoup de joueurs qui ne pouvaient plus rester ici. Donc après, ouais, je pense que je pense que ça forme un tout. C'est en fonction de la situation du club, la division dans laquelle elle évolue, l'effectif qu'il a. Et parfois, les clubs ils font aussi comme ils peuvent. Il n'y a pas toujours un Qatari qui vient et qui dit fais l'équipe que tu veux. C'est football manager. C'est dommage. Non mais moi je suis assez d'accord avec Pierre. Par contre, Chris, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis effectivement que qui joue effectivement le football total poussé vers l'avant en général font des bonnes saisons. Moi j'ai l'exemple notamment du Mans lors de sa toute première montée, donc au début des années 2000, qui effectivement avait prôné un jeu résolument très offensif et qui a fait une saison absolument catastrophique derrière. Donc attention, mettre un foot total vers l'avant c'est bien. Mais comme le disait tout à l'heure Pierre, c'est assez justement, si on oublie effectivement la base défensive qui est la base avant tout d'une équipe et la base du football, on peut mettre 10 buts dans un match, si on en prend 11, ça sert à rien en finale. Ah oui, mais comme je dis tout à l'heure, faut partir sur une bonne base défensive. Ça c'est sûr. Après, de jouer avec un jeu très assez frileux, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, c'est sûr que c'est pas facile. Actuellement, on a un peu l'exemple au début de saison avec Bordeaux, qui c'était un peu complexe. Je sais que Pierre, ça plus personnellement, il le connaît très bien. Dans Bordeaux, ils sont à 11 derrière depuis 2 ans, donc c'est pas nouveau. Non, je t'exagère. Pendant 11 ans. Non, à 11 derrière depuis 2 ans. Il a pas dit depuis 11 ans. C'est particulier parce que Moulinas et Mariano, c'est pas des défenseurs. Ah, donc oui, il monte plus haut, c'est vrai. On peut dire que c'est un 5-3-2 ou un 3-5-2 aussi. Donc je sais pas, ça dépend. Je pense que ça dépend du profil des joueurs aussi. C'est sûr que si tu mets 5 défenseurs comme Enrique, là, tu peux dire qu'il joue à défense. Ah bah là, oui, puis connais comme Enrique, tu finis pas les matchs à 11 non plus. Oui, puis il y a peut-être ça aussi, comme dit Pierre, ça dépend aussi les joueurs que t'as. Pour faire du jeu, faut avoir les joueurs pour pouvoir le faire aussi. Si tu montes et puis que t'es pas sûr des joueurs que t'as des joueurs des joueurs plus pour faire de la défense que pour faire le jeu. Tout le monde ne peut pas faire du jeu offensif. On voit par exemple, que tu parlais des Qataris et du PSG. Tu vois que le PSG, ils ont des joueurs, mais au niveau du fond de jeu, on voit que même avec les joueurs qu'ils ont, ils ont du ballon à faire, franchement. Je disais que ça prend du temps. C'est dur de construire une équipe où on voit, par exemple, l'équipe qui joue la mieux au monde pour moi depuis des années, le Barça, mais il y a quasi jamais de changement dans leur équipe. Ça fait combien de temps qu'on voit les Iniesta, les Xavi, les Busquets, ça doit faire maintenant 3 ou 4 ans qu'on le voit. Messi, il est toujours là. Et même des joueurs qui réussissent, ils partent jamais de la base parce qu'ils arrivent à garder cette ossature-là et leur jeu, il continue de grandir d'année en année à chaque fois. Et paradoxalement, pour Barcelone, le plus gros handicap qu'ils ont, c'est quand même leur défense. C'est quand même le point le plus hésitant, on va dire, actuellement de Barcelone. Donc, bonsoir tout le rationnel. monde. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Non mais pourquoi c'est la défense, c'est parce que aussi ils jouent le jeu. Donc forcément, plus une équipe se porte vers l'avant, se met en danger. Ah oui, plus en danger, mais Barcelone c'est un cas vraiment à part dans le monde du football parce que ils utilisent vraiment le jeu de passe et puis ils ont une technique. Je pense que individuellement le 11 de Barcelone a la meilleure technique, donc c'est beaucoup plus facile. Il faut jouer sur ses atouts et sur ses avantages. C'est très intéressant le débat que vous dites, mais il y a quand même des choses qui m'interpellent. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. On parle de l'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1.
Forcément, le problème c'est que plus une antichambre est faible et moins il y aura de bons joueurs, plus la transition sera difficile et plus forcément, si vous arrivez dans une division 2 qui est très très faible dans un championnat européen et que l'équipe monte en division 1, il sera impératif d'avoir des changements et donc des bouleversements et donc moins d'automatisme pour pouvoir justement bien figurer. Regardez ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre. L'antichambre de la Bundesliga, on voit des clubs chaque année monter en Bundesliga depuis la division 2 et ils font leur première saison est toujours très très bonne. 9 fois sur 10, c'est toujours de très très bonnes saisons. On a vu Hoffenheim, même cette année encore, je crois que c'est Francfort qui fait, je sais plus quelle équipe qui est montée ici, ils sont dans les 5 premiers. Donc c'est la qualité aussi de la division 2 qui amène, qui permet aussi quelque part d'amener aussi ce jeu un peu plus offensif forcément parce qu'il y a de la qualité. Donc ça c'est important aussi à souligner. Et tu penses qu'en Ligue 2, il n'y a pas des bons joueurs en Ligue 2? Moi, je pense qu'il y a peut-être des joueurs en Ligue 2 qui sont aussi bons que certains joueurs de Ligue 1. Justement, Xavier, je te dirais avec Chris, en France, on a une des meilleures Ligue 2 d'Europe. Faut être honnête C'est pour aussi. ça que tout à l'heure, je disais qu'une équipe qui monte de Ligue 2, ben, elle peut pas faire tous ses matchs de manière défensive parce que son niveau est très proche de quasi la moitié du championnat de la première de la Ligue 1. Donc, si elle joue ces équipes-là, elle pourra plus jouer un jeu offensif contre personne. Mais d'ailleurs, c'est peut-être un problème parce que normalement, une équipe de Ligue 2 devrait quand même largement, enfin pas largement, mais on devrait sentir une supériorité de la part d'un club de Ligue 1. Et d'ailleurs, on le voit, bon, c'est sur un match et on peut pas comparer. Et par exemple, en Coupe de France, on voit souvent que la comparaison, elle est pas tout le temps énorme. Hein. Non, moi je pense que le niveau est proche et je pense que même si on va dire que le niveau global de la Ligue 1 est inférieur aux autres championnats étrangers où il y a certes plus de moyens et choses comme ça, ben je pense que s'il y avait chaque première division à 40 clubs, je pense que la France serait dans le meilleur championnat européen. Mais certainement, mais c'est dû peut-être, mais c'est bien ce que je disais, c'est pas la faiblesse et soyons bien précis. On s'en fout qu'une Ligue 2 elle serait même archi faible, c'est pas ça le plus grave. Parce que pour les clubs qui doivent monter, parce que évidemment, l'objectif des 20 clubs, le rêve pour certains, c'est de monter en Ligue 1. Donc, l'intérêt n'est pas que la Ligue soit faible ou forte, c'est de voir l'écart par rapport à la Ligue 1. Et Pierre Ducasse a évidemment, Pierre a totalement raison en disant que l'écart est très faible en France. C'est ce qui permet, et d'ailleurs, le jeu défensif en France est intéressant, ce que disait Xavier, mais il est aussi dû à l'homogénéité des équipes. Parce qu'il n'y a pas d'écart mamoutre entre les équipes, comme ça peut être le cas en Espagne où le Barcelone et le Real mettent des taux 5-6-0. Alors merci Ronaldo, chaque semaine c'est la bataille, celui qui en mettra 5. Alors forcément au niveau des écarts de but, ça compte ça aussi. C'est pas le cas en France. Et d'ailleurs on le voit depuis des années. C'était peut-être le cas d'ailleurs avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est plus le cas maintenant. Donc il y a forcément moins de buts. Et on peut prendre le chemin inverse en Italie, où si vous voyez les matchs, il y a beaucoup plus d'espace laissé entre les lignes, les blocs sont beaucoup plus espacés, il y a beaucoup plus aussi de qualité individuelle, moins de jeu qui est plus basé sur la stratégie, la ligne défensive qui doit être bien basse, le groupe qui est bien fermé, 11 derrière le ballon, parce que aussi le niveau est plus homogène. Mais là malheureusement du côté italien, c'est parce qu'il y a eu un nivellement par le bas. Les grandes équipes ne dominent plus autant, elles ne mettent plus 6-0 chaque semaine, et donc on voit forcément beaucoup plus de spectacles paradoxalement. Je sais pas si vous m'avez compris. Oui. Ah, t'as très bien compris, oui, y a pas de problème. Ouais, on a très bien compris. Alors justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je repars sur tes propos, hein, Chris, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire des changements. Certes, il faut faire des changements. On finira sur cette question-là, mais certes, il faut faire des changements. Est-ce que ces changements-là, faut qu'ils soient précis, faut qu'ils soient surtout bien réfléchis. Hein. On le voit bien. Hein. S'il y a un jeu, faut vraiment prendre ces joueurs avec des pincettes et c'est pas facile de recréer un groupe après qu'on est remonté en Ligue 1, comme l'a très très bien dit Pierre. On voit qu'il peut avoir très très vite un décalage. Au-delà d'un groupe, c'est une dynamique qu'il faut que tu recrées plus qu'un groupe au final. Tout ce qu'il faut pas faire, tu regardes ce qu'a fait l'Avignon quand ils sont montés. Hein. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Voilà, c'est clair. Prendre 25 joueurs et puis ne pas en faire. Non, avoir 40 dans le club. Enfin, j'exagère, mais c'était pas loin de ça en tout cas. En tout cas, ce qui est prouvé statistiquement, hein, j'ai pas de chiffres scientifiques, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a tous des exemples ici parce qu'on suit tous le football dans plusieurs championnats européens et on sait tous qu'en général, quand l'ossature de la division 2, la Ligue 2, on peut l'appeler comme on veut. En Angleterre, c'est Championship, je pense qu'on appelle ça. Donc, peu importe le nom de la division. C'est la Ligue 1.
Non, la Ligue 1, c'est la Non, division. c'est le national. Ils sont compliqués aussi, les Anglais. Non, c'est la Ligue 1, c'est la troisième division. C'est en le fait. national, en fait. C'est la C'est ça, Ligue, c'est Championship, ouais. quelque chose comme ça. Donc bref, Vas-y, je n'existe plus, poursuis. Je n'existe ne plus. c'est pas grave, ça peut arriver ce genre de choses. Donc tout ça pour dire que vraiment, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de garder l'ossature du noyau, et ce qui permet en général d'avoir des saisons contrastées. Mais ce qui aussi handicape à long terme, parce que paradoxalement, vous avez remarqué aussi, je sais pas si vous devez être d'accord avec moi, que en général, une équipe qui garde son ossature de la Ligue 2 à la Ligue 1, elle doit quand même faire une transition, parce que l'année de la confirmation, c'est très très difficile pour la plupart des clubs qui montent. Tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Merci messieurs pour ce premier débat assez sympathique, très très sympathique, très sympathique. En compagnie de Pierre qui lui va nous laisser. Merci encore Pierre d'être venu sur RTS Radio. Tu viens quand tu veux et sans aucun problème. Tu peux nous rappeler sans aucun problème si tu as envie de dire quelque chose ou si tu veux dire que tu pars de Lens ou on est là, on est présent. Ah bah d'accord. Qui part de Lens. Mais non, mais non, mais on sait jamais une rumeur transfert ou un truc comme ça. Tu veux l'envoyer à Mons, Chris? Non, Chris, Tout le monde annonce. En tout cas, Pierre, on vous souhaite de vous retrouver en Ligue 1 avec Lens. Ouais, j'espère aussi, hein. On espère que les Corons vont se retrouver effectivement dans l'élite, ce serait très bien. Ouais, ça serait bien. Une petite question pour Pierre, Chris, si tu me permets avant de terminer. Une question qui moi, m'interpelle. Pierre, quand tu rentres en seconde mi-temps à Bollard et que t'entends l'hymne des Corons, ça fait quoi dans le cœur? Ça fait quoi? Bah, moi, franchement, j'ai pas, que ce soit les Corons ou que ce soit quand on rentre sur le terrain en première mi-temps, la Lensoise, j'ai pas de vraiment préférence entre les deux. C'est le public lensois en général qui crée une osmose spéciale à Bollard. Je sais pas, c'est un peu différent des autres stades parce que déjà il y a toujours du monde et c'est une ferveur particulière. Et après les Corons et la Lensoise, c'est vrai que ce sont les deux chansons que je préfère. Et j'ai pas forcément une préférence pour les Corons ou la Lensoise parce que de voir tout le monde qui chante comme ça. T'as un peu d'émotion quand même au final. Ça booste. Ouais, ça booste. C'est bien de sentir ses supporters comme ça unis à fond derrière l'équipe. C'est pour ces moments-là aussi qu'on joue au foot parce qu'il y a beaucoup de partage avec les gens et de communication. Donc c'est les bons moments du métier. Alors Pierre, une avant-dernière question après la phrase de l'invité, puis après bien sûr on te laisse. Dernière question de Lusa qui demande quel avenir souhaites-tu avoir, enfin prochainement en tout cas. Ah, mon avenir, c'est déjà à très court terme vite revenir de ma blessure aux adducteurs et déjà oui. En fin de saison, ça serait bien sûr le rêve de monter en Ligue 1. Je suis quelqu'un de super optimiste et j'ai toujours espoir dans tout, donc j'ose espérer qu'on va continuer sur la lancée dans laquelle on se trouve et pourquoi pas bien figurer en fin de saison. C'est vrai que ça reste un rêve. Non, mais ce n'est pas un rêve en tant que supporter lensois. Je te le confirme. Je vous le souhaite et je l'espère en tout cas prochainement. En tout cas, j'ai vu les derniers matchs et ça m'a plu. Ça m'a pas vraiment plu quand t'es sorti du terrain parce que je me suis dit putain c'est grave. En tout cas, je te souhaite de revenir très très vite sur les terrains et beaucoup de supporters surtout te suivent sur Twitter et te le souhaite aussi. Donc voilà. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou et je les remercie parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages et c'est pas évident de répondre à tout le monde. Donc souvent, je fais un message général, mais il y a des messages qui se distinguent par rapport aux autres. C'est ça d'être trop aimé aussi. Non. Ah, si. Franchement, t'es vraiment énormément aimé dans le métier, comme on l'a dit pour Franck Quedru, mais encore là, j'ai eu encore énormément de retours quand on a su que c'était toi qui venais dans l'émission. On a eu énormément de retours. En tout cas, beaucoup de gens t'apprécient, comme notre boss Ludovic, qui lui t'apprécie énormément aussi. Et donc, juste aussi l'occasion de peut-être une petite parenthèse, je sais pas si c'est un compliment, mais j'espère que tu ne vas pas mal le prendre. Et Pierre Ducasse, c'est un nom propre, bien sûr, Ducasse, mais c'est un nom commun aussi dans le nord de la France et en Belgique. Je
pense que tu sais à quoi je fais allusion, parce qu'une Ducasse, c'est un peu une fête foraine dans le nord de la France et en Belgique. Donc voilà, petit point culture aussi pour tous nos auditeurs. Ça nous manquait le petit point culture belge. Un petit point culture, donc voilà, l'origine. T'as l'art du compliment, ça c'est du compliment. Ça, ouais. L'origine du nom. On arrive à Lens comme on l'avait déjà fait 20 fois. Ça va. Ah bah, tu vois, comme quoi. Moi, je suis belge, donc je connais bien Lens. En plus, j'adore la région du Nord, donc j'y vais assez souvent. Donc voilà, pour tous ceux qui n'habitent pas dans le Nord, la Ducasse, c'est une fête foraine et c'est un nom commun dans le Nord de la France. Et Pierre, Allez, la France s'appelle à toutes les défenses de Ligue 2. Voilà. Voilà. Allez, on va finir par la phrase. Pour Zult Wavergem. Ah, Tu vas oui. tu vas Tu connais Franck faire Berrier, acquise, hein. Est-ce que le garçon connaît Franck Berrier? Comment? C'est en référence à Franck Berrier. J'ai entendu Zulte Waregem. Non, j'ai dit, moi, je supporte Zult Waregem en Belgique. Ah bah, t'es Ah, mal tombé, là. C'est une plaisanterie, c'est parce que j'ai vu Torgan il y a pas longtemps. Voilà, Attends. c'est exactement. Ah ouais. Et alors, petite, juste très marrant aussi, Torgan Hazard, il a marqué, le petit frère d'Eden Hazard, il a marqué contre le club de Bruges, qui est un des plus grands clubs belges. Ah, j'ai vu ça. Ouais, Et ça, c'est assez énorme l'histoire. T'es au courant de l'histoire? ouais j'ai vu l'histoire. Ah ouais. Et alors, le club de Bruges était entraîné donc lors de ce dernier match, pour la dernière fois, par Georges Lekens, qui était l'entraîneur des Diables Rouges, qui avait mis à l'amende Eden Hazard, qui détestait Eden Hazard. On en a beaucoup parlé en France, l'ancien entraîneur des Diables Ah, Rouges. aussi. Eh bien donc, le but de Torgan Hazard a donc fait virer Georges Lekens. C'est la défaite de trop pour lui. Il a été viré. Eden Hazard sur Twitter a dit merci frérot. Donc voilà d'avoir. Et pour la petite histoire, Pierre, quand même, pour qu'on te signale, c'est que Chris est supporter inconditionnel du FC Mons. Donc, RAEC Mons. Mais enfin bon voilà. On n'est pas là pour parler de nous, mais voilà. Quelques petites anecdotes assez sympathiques. vas-y, Voilà. vas-y, Chris, je t'en prie. Voilà, on va finir, pardon, excusez-moi, messieurs, mais il faut que je lâche Pierre. On l'a retenu au-delà des minutes qu'il m'avait dit. Mais c'est pas grave, je sais qu'il m'en voudra pas. Allez, dernière phrase pour toi, Pierre, comme tous les invités, ils l'ont. Faut juste que tu répètes ça. Même Franck Quedru, il l'a eu, hein. Franck Quedru, il l'a eu, pas de souci. Il a réussi. Ouais, il a réussi. Donc t'as pas le droit de perdre. Attention, sinon, ça sera redit à Franck, hein, en privé, hein, bien sûr, pas de souci. Okay. C'est simple. T'as juste à répéter ça. Ici, Pierre Ducasse, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, Pierre Ducasse, j'écoute. Ah, faut refaire. Allez, c'est pas grave. On va dire qu'on n'a pas entendu. Ah, j'y croyais pas, là. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, t'as pas répondu. Il écoute. On a compris qu'il écoutait. Allez, je répète. Ici, Pierre Ducasse, ça tu l'as. Ici, Pierre Ducasse, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, Pierre Ducasse, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Wow, voilà, ça c'est bien. magnifique. C'est Voilà, bravo. du premier coup, bravo. Très grande classe. Merci Pierre, merci beaucoup. Hein. Tu reviens quand tu veux. Et puis fais un petit coucou à Franck qui était venu dans notre émission et voilà, et fais un coucou à tout le RC Lens et on te souhaite que du bonheur. Déjà un retour très très vite sur les terrains. Et puis voilà, que du bonheur, un retour en Ligue 1, ça serait que du bonheur aussi. Merci beaucoup, à très bientôt Pierre. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Et allez, lance. Bonsoir. Allez, lance, merci. Allez messieurs, on se retrouve juste après cette petite page de jingle, coupure pub, enfin vous l'appellerez comme vous voudrez. Moi j'appelle ça un petit moment de repos. Allez prendre une bière, on revient tout de suite. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Mathieu Séville, ici Ludovic Djoudou. Ici Wagner Eloi. Ici Francis Reynaud. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Badian Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Bonsoir à tous, retour dans Quand on aime le foot, on parle foot, de retour, hein, bien sûr, c'est du direct, excusez-nous, hein, c'était un peu technique tout ça. Nous allons tout de suite enchaîner sur notre deuxième partie de l'émission. D'habitude, notre invité reste avec nous, mais cette fois-ci, non, il ne sera pas avec nous. Pierre est reparti, mais il reviendra dans l'émission quand il veut, comme je l'ai toujours dit. Avec nous, en tout cas, on a un deuxième invité, certes pas très connu des terrains de foot, hein, mais peut-être qu'il en a fait, hein, je sais pas. Personnellement, je connais pas sa bio entière. En tout cas, en 1999, il a créé le site dopage.com. En 2003, il a fondé l'association
Vivre Sport, sur le dopage toujours. Hein. Et en 2005, il a créé Sport Protect sur les nutritions sportives, donc sur les produits dopants, alors non, qui sont homologués hein, par. Ouais, vive le dopage. Qui sont homologués hein, par la Fédé et tout le reste. Donc ce soir, nous avons Dorian Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je tiens à remercier ce soir un Clément, un Twitos qui nous a mis en relation très très rapidement. Ça a été fait dans l'après-midi. Voilà, vous saurez tout. Et donc j'ai fait un petit coucou pour sa page internet. Il m'a pas demandé, mais je le fais quand même. kinifan.fr. Allez voir ce site très très sympathique sur tout le reste, sur tout ce qui est sportif. Donc voilà, on va partir sur le dopage, comme vous vous en doutez. Et moi, l'intitulé que j'avais fait, c'était le dopage fait-il partie du football, comme dans le cyclisme. On sait dernièrement, en sport de cyclisme, ça a été très très chaud hein, avec Lance Armstrong et plein d'autres. Hein. J'en passerai, il y en a tellement à l'appel. Et puis il y a des montagnes de joueurs qui se sont fait anéantir par le dopage. En tout cas. Donc voilà, vive l'Espagne, oui, comme l'a fait dernièrement nos amis les. Je suis en train de chercher le nom. Nos amis les. Yannick Noah. Yannick Noah. Non, c'est pas Yannick Noah. Ah, les Guignols en Espagne. Les Guignols, voilà. Merci. Ah non, en France, pardon. Oui, non, les Guignols qui ont fait vraiment d'un très gros geste, en tout cas sur l'Espagne. Allez, c'est parti, on va tout de suite enchaîner hein, avec mes chroniqueurs et bien sûr avec Dorian. Donc, première question. On va partir là-dessus. Est-ce que le dopage fait partie du football comme dans le cyclisme et on s'en rend pas compte actuellement? Non. Alors, le dopage fait partie de tous les sports. C'est comme si vous me posiez la question, est-ce que la tricherie fait partie du football ou du cyclisme? La tricherie, c'est rattaché à la nature humaine. Donc le dopage est rattaché à la nature humaine également. Et moi, depuis 15 ans, je suis dans la prévention dopage. J'ai eu des cas de dopage dans la pétanque, des cas de dopage au tir à l'arc, des cas de dopage au ski, etc. Et donc, je vois pas par quel miracle le football pourrait être épargné. D'autant que le foot réunit tous les ingrédients. Déjà, c'est le sport le plus populaire, donc le plus pratiqué. C'est un sport où il y a beaucoup d'argent. C'est un sport où le physique est aussi devenu très important. Donc, de là à dire qu'il y a autant de dopage dans le foot que dans le cyclisme, ça, je ne m'aventurerai pas là. Mais effectivement, il y a du dopage, en tout cas des risques de dopage, en tout cas les ingrédients pour qu'il y ait, les conditions pour qu'il y ait du dopage dans le foot, oui, elles existent. C'est pas un sport propre, le football, on m'aurait menti? Non. Non, mais d'abord, il faut savoir. Bonsoir, monsieur Orient. Bonsoir, d'abord, moi, il y a quelque chose qui m'insupporte depuis des années avec le mot dopage, c'est que tout le monde se dope. Parce que je ne supporte pas quand on a vulgarisé, dans le sens le plus, malheureusement, le plus négatif du terme, le mot dopage, qui à la base, vous se dopez, quand vous buvez une tasse de café pour vous maintenir réveillé parce que vous êtes fatigué, vous avez une dure journée de boulot, vous vous dopez. C'est ce qu'on appelle un dopage, le nom commun du dopage. Et moi, je trouve que le problème, c'est qu'au niveau du dopage, j'espère que ce soir ce ne sera pas le cas, mais on est très souvent dans l'abstrait. C'est pas bien, les tricheurs. Évidemment, tout le monde pense que c'est pas bien. Mais c'est pas bien pourquoi? Déjà, moi, je voudrais que, avant de parler de tout ça, moi, je voudrais savoir de quel dopage on parle et pourquoi, et qu'est-ce qui gêne dans le dopage. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est que les gens qui parlent du dopage, ils ont plusieurs critiques différentes. Il y en a, c'est au niveau de la santé. Oh là là, ils sont en train de saccager leur santé. Mais pardon, mais on s'en fout. Ce seront eux-mêmes qui seront punis. Ou alors, l'autre moitié, je dirais, ce qui les gêne le plus dans le dopage, c'est les performances améliorées en disant, c'est un peu de la tricherie dans le sens c'est pas naturel. Oui, mais enfin, les compléments alimentaires, les protéines, ce sont aussi des compléments non naturels. Pourquoi ne pas être cohérent jusqu'au bout et pourquoi ne pas les interdire également à ces sportifs-là? Donc là, il y a vraiment pour moi beaucoup de contradictions. Je voudrais ce soir qu'on ait vraiment un débat très concret et ce sera mon coup de gueule du soir. Franchement, on nous raconte que des bêtises trop souvent au niveau des médias, si bien que les gens font des amalgames plus douteux sur les sportifs en caricaturant complètement tous les sports. Non, mais je pense que quand ils parlent de dopage, les gens en général, ils parlent pas comme tu dis, des tasses de café, tout ça. Déjà, tu peux pas dire pour l'éthique, le coût de la santé, c'est normal. Imagine quand tu as tes enfants, par exemple, qui font du cyclisme et t'entends du dopage dans le cyclisme, tu comprends que les parents, ils ont un peu peur. Et après, quand ils parlent de dopage dans les médias, par exemple, c'est pas n'importe quel produit. C'est vraiment des produits qui dopent, qui transforment
comment dire, ta condition physique, je pense. Non, mais Moi, c'est plutôt l'hypocrisie, par exemple, de dire qu'il y a quasiment que du dopage dans le cyclisme, l'athlétisme, etc. Et que dans le foot, par exemple, il y a eu une ou deux affaires qui ont un peu été, soi-disant, mises en silence parce que ça touchait certaines grandes équipes. Et ça, moi, je me demande vraiment si c'est vraiment avéré ou si c'est des rumeurs merdiques. Juste avant Chris, j'aimerais bien entendre Dorian parce qu'il voulait réagir. Oui, non, mais le débat est bien posé parce que je partage en grande partie ce qui a été dit. C'est-à-dire que effectivement, le mot dopage est mis à toutes les sauces et il faut être très précis là-dessus si on veut justement avoir un débat constructif. C'est-à-dire que le dopage, ce n'est que dans le sport. C'est-à-dire quand on est en dehors du sport, on est un artiste, on est je sais pas, un acteur, tout ce qu'on veut, effectivement, boire du café, c'est une démarche pour améliorer ses performances, tenir, etc. Mais ce n'est pas du dopage. Le dopage, c'est effectivement une législation spécifique au sport. Et donc, c'est important, effectivement, de ne pas le mettre à toutes les sauces. Moi, quand j'ai commencé dans la prévention, effectivement, il y a une quinzaine d'années, le grand public associait dopage à cyclisme. Mais seulement au cyclisme. Et maintenant, si vous faites un micro-trottoir auprès du grand public, je ne parle pas des médias, vous verrez que le dopage est associé à toutes les performances. Les performances, n'importe quel sportif, football, tennis, etc. Ouais, mais il y a du dopage derrière. Et ça, c'est une dérive. C'est aussi aberrant que de penser qu'il y avait du dopage que dans le vélo. Il y a du dopage dans tous les sports, mais ça ne veut pas dire que tous les champions sont dopés. Ça, c'est important. Je peux réagir à ce que dit Dorian, justement, parce que dans ce qu'il dit est aberrant, et je suis aberrant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, j'avoue, par exemple, quand on entend beaucoup parler de dopage, on s'inquiète tout le temps. Quand on entend les athlètes étrangers. Et moi, il m'est souvent arrivé de me dire, par exemple, en natation, quand là, on avait plein de médailles et puis qu'il y a des très belles performances, dire c'est marrant, là, les médias parlent pas de dopage parce que c'est des athlètes français. Et c'est marrant, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit, moi. C'est peut-être idiot de penser ça, mais ça m'est venu à l'esprit. Voilà. Mais c'est vrai, puisque non seulement c'est les sports qui font les contrôles dans leur propre sport. Donc si vous, demain, vous êtes votre contrôleur du fisc, déjà, vous allez moins vous contrôler, c'est humain. Et puis, au-delà des sports, c'est des pays qui organisent les contrôles sur leurs propres sportifs. Et comme on sait qu'en même temps, il y a une concurrence pour avoir des médailles avec d'autres pays, et que les médias, couvrent ces événements, c'est vrai que ça fait un mélange un peu étrange. Et qu'on a tendance à dire, le dopage, c'est en Espagne, c'est pas chez nous, ou le dopage, quand on est dans le foot, c'est dans le cyclisme, c'est pas dans le foot. Il y a toujours ce côté tabou et interdit, mais c'est pas chez nous, c'est chez les autres. Et effectivement, le grand public, pour l'appeler comme ça, ou l'opinion, comme les hommes politiques, je pense n'est pas dupe, mais comme il n'y a pas de réponse constructive face à ça, c'est en train de se dire, mais toutes les performances sont finalement truquées. Même le hand qui nous apparaissait comme un truc super propre, là on s'aperçoit qu'il y a des paris truqués. Donc voilà, je pense qu'il y a un laisser-aller parce que sur le mot dopage, on n'a pas dit ce qu'il fallait. Le dopage, c'est une limite, certes arbitraire, elle est fixée par la loi. Il y a des substances qu'on peut prendre, d'autres qu'on ne peut pas prendre. C'est même encore plus précis. C'est-à-dire qu'il y a des substances qu'on ne doit pas retrouver dans les contrôles antidopage sous peine d'être contrôlés positifs. Donc ce qui fait que vous avez des sportifs qui ne se dopent pas, mais qui vont prendre un médicament comme de l'actifed et qui peuvent être contrôlés positifs. Et en même temps, vous avez des sportifs qui vont se doper en étant accompagnés de chercheurs, de médecins qui vont passer à travers les contrôles en prenant des produits très dangereux et très lourds, comme le PO ou autre. Voilà, moi je suis un peu de ton avis, Dorian, quand on dit effectivement que c'est une crainte universelle et c'est un phénomène universel qui touche tous les sports et pas d'aujourd'hui. On l'a vu notamment, ça a commencé dans les années 50 notamment, au début des années 60, avec en cyclisme déjà, donc le Danois Knud Enermark Jensen, qui effectivement, suite à une consommation excessive d'amphétamine, était décédé au Géodrome. Suite à cela, donc il y avait eu des contrôles sanguins qui avaient été mis en place par le CIO. Après, on peut voir effectivement, au-delà encore, en cyclisme, en 98, avec l'affaire Fessina et Willy Foët, qui se s'arrêtait à la frontière franco-suisse avec 500 doses de produits dopants, dont 235 de PO. C'est absolument énorme. Après, on dit oui, c'est que le cyclisme, mais non, puisqu'en rugby, on a la même chose au début des années 2000, c'était avec le pilier néo-zélandais Doug McDonnell, qui effectivement est pris à la créatine. Donc là, on va se dire, attention. En tennis, pareil, on peut le voir avec Petr Korda, donc le tchèque, on peut le voir avec Tchela en 2000-2001, avec Canas Puerta en 2005. En foot, on a le cas donc dès 66 avec Laïssa Ernest et Jean-Joseph qui se fait prendre à la Coupe du Monde
Ensuite, on a l'Écossais Willie Johnson qui se rend aussi donc dans une grande compétition. Donc qu'on me dise pas que c'est un phénomène qui est récent. C'est récent peut-être sur une échelle universelle et sur une ère donc qui est depuis 1000 ans, mais sur le sport, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on en parle. Ça touche tous les sports, mais avec beaucoup de parties. Thomas, c'est pas vrai ce que tu dis. Le dopage existe depuis la nuit des temps et il existera tout le temps. Bien sûr. Se doper avant Deuxième Guerre mondiale, on arrive. Les sportifs se dopaient, mais différemment. On prenait des médicaments, on prenait des antidouleurs, etc., très très puissants, ou des alcools, etc. C'est une forme de dopage, c'est une forme, effectivement, c'est aider son corps à mieux supporter. Et moi, ce qui me ronge le plus, c'est-à-dire que c'est la comparaison entre le cyclisme et le football qui n'a pas lieu d'être. Et c'est là où je rejoins vraiment beaucoup plus clairement l'avis de notre invité ce soir. En cyclisme, pendant des années, vous ne pouviez pas réussir sans dopage. C'est un cercle vicieux où les meilleurs se dopaient, donc pour être meilleurs que les meilleurs, vous pouviez, c'est humainement impossible. Tous les scientifiques se sont accordés à le dire. C'était impossible, sans se doper, de remporter le Tour de France, puisque ceux qui étaient aux premières loges étaient ultra dopés. Donc vous ne pouviez pas être le meilleur du monde avec les entraînements à 100% de ce que votre corps peut faire. Bon, c'est impossible, bien sûr, mais imaginons l'homme qui arrive à 100%, il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait ce dopage-là. En football, c'est complètement différent. C'est pour ça que je trouve l'hypocrisie, franchement, c'est une hypocrisie bien européenne, je trouve bien européenne, l'hypocrisie de lyncher les premiers cyclistes, parce qu'effectivement le cyclisme est obligé de combattre le dopage, parce que c'est massif, parce que c'est total, parce que c'est collectif. 100% des cyclistes, il faut bien dire ça depuis 10 ans, les 10 dernières années, en tout cas il y a eu des années où 100% ou 99% si vous voulez, les cyclistes se sont dopés. Donc le cyclisme a dû ouvrir les yeux, il n'avait pas le choix. En football, effectivement le dopage existe, il n'est pas généralisé, un gardien de but n'a pas en général il y a moins de dopés parmi ceux qui jouent en défense ou gardien de but que ceux qui jouent en attaque, c'est tout à fait logique pour des raisons physiques et de morphologie. Mais même quand on dit en golf professionnel, il y a des joueurs de golf qui se dopent, on a quand même compris que le dopage n'est pas... Et c'est ça où je dénonce l'hypocrisie de ceux qui combattent le dopage très souvent, c'est qu'on dit, ah mais au fond ce qui est malsain, ce qui est insultant, c'est eux ils trichent et ils améliorent leur performance. Je pense que la majorité des dopés, c'est surtout un problème de luxure, et je trouve ça beaucoup plus insultant que vouloir améliorer ses performances. Non mais Chris, d'accord, donc ce soir, il faut absolument prendre des produits pour être un bon professionnel, quoi. Clairement, à part des produits entre parenthèses, comme le dit tout à l'heure Dorian, des produits homologués et bien contrôlés, on va dire, ceux qui sont, on a le droit d'en prendre, quoi, des vitamines, de tout le reste, quoi. Le problème, oui, il faut être lucide. Moi, je suis en train d'écrire un article là sur la fameuse expression rouler à l'eau claire. Si un sportif et même un footballeur ne boit que de l'eau, avec les cadences qu'on lui impose, avec le rythme qu'on lui demande, avec l'exigence qui est le sport, le football de maintenant, parce qu'on parle du foot, sa santé va être en danger. Il faut être très clair. Il ne supportera pas et là il sera en danger. Donc il y a deux solutions si on veut maintenir la santé des sportifs. Soit effectivement on réduit les cadences, on réduit tout ça, effectivement on peut imaginer faire un Tour de France à l'eau claire, etc. Pourquoi pas. Mais si on demande tout ça aux sportifs, effectivement ils sont obligés de soigner leur alimentation et souvent de la compléter. Alors je suis pas un partisan des compléments alimentaires, mais c'est un constat. Et donc sans dopage. Oui, alors c'est là où la limite est importante, puisque 15% des compléments alimentaires vendus aux sportifs, encore une fois tout sport confondu, contiennent des substances interdites. Donc ça c'est un constat, c'est des études qui le montrent. C'est pour ça que nous on a créé un label justement pour permettre aux sportifs de bien déterminer la limite entre ce qui est dopant et ce qui ne l'est pas. De la même manière pour les médicaments. Pardon, j'essaie de faire l'effort depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à comprendre où est votre limite. Parce que si je vois où est votre limite, je pourrais vous suivre. Et je vous suis pas parce que je vois pas où est votre limite. Vous dites vous-même que vous êtes pour les compléments alimentaires qui sont une forme de dopant, qui sont une forme de... Je vais répondre. Je vais plaider votre cause en disant que vous l'aviez expliqué. Pourquoi? Parce que le corps humain ne peut pas gérer ça. Je n'ai même pas parlé, je vais conclure là-dessus, je n'ai même pas parlé des sportifs les sportifs qui ont des maladies, etc., et qui arrivent à trouver des subterfuges malgré tout. Et on ne fait pas délier la frontière entre ce qu'ils ont vraiment besoin pour leur maladie et la fois où ils exagèrent un peu pour tricher. Et c'est là où je ne comprends pas quelle est votre limite du tolérable sur le dopage. Alors j'ai une réponse, j'allais dire historique, et une réponse pragmatique. La limite, elle est simple, c'est les substances interdites
Il y a des substances interdites, d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est la limite. Alors, elle est très floue puisque on rencontre jamais des substances quand on est sportif, ou même vous et moi, on rencontre des médicaments ou des compléments alimentaires qui en contiennent. Donc nous, tout notre job, c'est de permettre aux sportifs, avec les applications qu'on a créées, de repérer ce qui contient ou non ces substances interdites. Mais pour parler philosophiquement de la limite, tout à l'heure vous parliez des années 60. Effectivement, avant les années 60, les années donc 1960, le dopage n'existait pas au sens juridique du terme. Il existait au sens de l'amélioration des performances. Et si demain, avec une baguette magique, on enlevait juridiquement le dopage, ben, vous auriez une course à l'armement. Chaque sportif essaierait de prendre effectivement les produits les plus dangereux pour améliorer ses performances, en tout cas les plus efficaces. Et donc c'est important cette notion d'histoire, c'est que en 1965, la première loi antidopage n'a pas été faite pour l'équité des chances, ça on s'en fout. Elle a été faite pour préserver la santé des sportifs. Et à partir de là, il y a des sportifs qui ont commencé à tricher, c'est-à-dire à dire non mais nous cette limite on s'en fout, on va quand même prendre des produits, etc. Et là, ils ont justement balayé dans un second temps l'équité des chances. Puisque pour préserver la santé des autres, ne prenaient pas ces substances, et puis certains ont commencé, et continuent toujours d'ailleurs, à franchir cette limite, et en franchissant cette limite, ils se mettent en danger eux-mêmes, mais ils mettent en danger les autres. Puisque les autres se disent, vous l'avez très bien dit pour le vélo, puisque tout le monde se dope, moi je vais me doper aussi, sinon j'ai aucune chance. Je suis totalement d'accord avec ce combat-là et je trouve que effectivement je salue ça. Et d'une certaine manière, si je suis aussi énergique sur ce sujet, c'est parce que j'ai beaucoup de compassion pour les instances du cyclisme qui mettent tant de moyens et qui sont lynchées dans la gadoue, alors que ce sont celles-là qui luttent le plus contre, alors que le cyclisme est insulté, conspué, alors que justement, ce sont les instances du cyclisme qui luttent le plus contre le dopage et contre les formes de la tricherie. Donc, c'est une forme de révolte que j'ai. Mais nous sommes d'accord pour dire donc que cette limitation du dopage sur le plan légal est indispensable, mais si j'ai bien compris votre analyse, au niveau philosophique, je vais reprendre votre expression, au niveau philosophique, le dopage a toujours existé et il existera toujours. On est sur cette conclusion-là, on est d'accord. Oui, il y a cette notion, imaginez, c'est logique, le sport, dans tous les domaines, dans tous les métiers, on essaye d'améliorer les performances. Et le sport ne repose que sur les performances. Donc finalement, le dopage est tout à fait naturel, entre guillemets, si je peux m'exprimer ici, dans le sport. On a juste mis un garde-fou parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'évolution des produits, de la technique, des médicaments, les risques de voir des décès, des morts, etc., ou des gens avec des cancers, on parlait du foot. Je veux vous rappeler qu'il y a un peu moins d'un an, il y a 8 internationaux algériens qui ont participé à la Coupe du Monde de 86, qui ont porté plainte donc contre leur propre pays, leur propre fédération, parce que ces 8 joueurs de foot, donc internationaux, ont eu 8 enfants handicapés. Et à l'époque, c'était un médecin russe qui officiait dans le staff médical et qui leur donnait, entre guillemets, des vitamines. C'était bien évidemment pas des vitamines. Et donc, voilà, le danger, il est là. Pourquoi il faut... Moi, je suis pas dans la lutte contre le dopage, parce que lutter contre le dopage, c'est lutter contre quelque chose de très abstrait. Moi, je suis dans la protection des sportifs. C'est tout à fait différent. C'est ça qu'on a appelé ça Sport Protect, avec l'idée de protéger la santé des sportifs. Ça, c'est la base. Et pour qu'ils puissent être protégés, il faut les aider à repérer ce qui est dopant de ce qui ne l'est pas. Ensuite, il y a d'autres niveaux d'intervention, mais là, ça m'échappe. C'est le niveau d'intervention des instances. Pourquoi créer toujours des compétitions supplémentaires? Alors maintenant, c'est ancré dans les mœurs, mais la Coupe de la Ligue, la Coupe des Confédérations, qui n'existait pas. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Marc-Vivien Fouet est décédé. Alors, je ne dis pas du dopage, encore une fois, là, on n'en sait rien. Mais il est décédé parce qu'on a créé une compétition à un moment donné où le sportif doit se reposer. Ça s'appelle la trêve. Eh ben non, on crée une compétition parce qu'il y a des sponsors, etc., etc. Et là, il y a une nécessité, effectivement, de réduire les carences internationales. Sinon, on va se rapprocher, le foot va se rapprocher du cyclisme. Puisque le cyclisme, comme vous l'avez très bien dit, on ne tient pas, etc. Donc on prend des produits, et le foot n'en est pas très loin. Donc il est temps d'agir. Thomas, tu voulais réagir? Alors oui, mais je voulais compléter un peu ce que Brice disait, parce que j'avais un petit peu le même sujet que lui au niveau du foot et des années 2000. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'au début des années 2000, il y a pas mal de joueurs de Série A, dans le championnat italien, qui ont déclaré des cancers, qui ont déclaré des leucémies, qui ont déclaré plein de choses, et qui ont dit clairement, oui, pendant 10 ans, on nous a fait des piqûres avant tous les matchs. Le grand Zinedine Zidane lui-même l'a dit à la Juventus. Avant chaque match, on avait des piqûres. Donc, sauf que ça, c'est dessus avant la Coupe du Monde. Mais attention, on n'allait pas
nous Français accueillant la Coupe du Monde et après champion du monde, dire en fonction de nos meilleurs joueurs jouent en Italie, sont dopés, attention. Et quand Dugarry se fait prendre un an après la Coupe du Monde, alors qu'il est encore à Bordeaux, avec un cas de dopage à la Mandrolone, non, là il y a un petit vice de forme, on n'en parle pas, parce qu'il est champion du monde. Moi, ce qui me rend fou, Thomas, c'est en France, et là je vais vraiment mettre les pieds dans le plat, vous adulez un type, Zinedine Zidane, dont tout le monde sait qu'il s'est dopé durant sa carrière. Vous adulez actuellement Didier Deschamps, le héros, le sauveur, vive le drapeau bleu, blanc, rouge. Le type s'est dopé aussi de nombreuses années durant sa carrière. Et vous faites, la plupart, je dis pas tous, mais la plupart, il y a beaucoup d'observateurs, que ce soit des amateurs ou des journalistes, des gens compétents, vous faites les chantres de la bien-pensance et de la lutte contre les discriminations. Tout comme d'ailleurs cette hypocrisie d'avoir critiqué, mais ça c'est une parenthèse, critiqué un jour de foot italien pour des simulations, alors que le joueur qu'on a vu le temps a commis une quinzaine d'agressions sur les terrains de foot, et d'ailleurs il a été expulsé une dizaine de fois. Donc là, ça me gêne profondément. Non, mais justement, ce que tu dis, l'invité n'est pas responsable de ça. Au contraire, moi je le défends. Mais moi, je trouve cette hypocrisie. Alberto Contador, alors même maintenant, est-ce que par contre, ça pourrait être une question pour l'invité. Alberto Contador et des nombreux sportifs, moi je pense vraiment, moi je vous trouve très courageux, moi je loue votre combat. Mais est-ce que vous êtes conscient, parce que moi aussi je suis un peu utopique comme ça, c'est normal, il faut l'être. Mais est-ce que vous êtes conscient que les sportifs que vous défendez se moquent un tout petit, certains en tout cas se moquent un petit peu de ça, et notamment Alberto Contador, qui a gagné la Vuelta, qui est adulé dans le monde entier, et tout le monde oublie, parce que tout le monde sait que c'était un des plus grands dopés aussi des 10 dernières années. Et moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Ce double discours de la majorité. Oui, moi, pour rester dans le foot, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si des sportifs prennent des médicaments ou des compléments alimentaires, ils puissent le faire en toute connaissance de cause. Et vous savez, on parlait de cas, je sais pas si vous êtes au courant, parce que c'est peu médiatisé, c'est très paradoxal, mais à la finale de la dernière Coupe de France de foot, c'est quand même pas très vieux, il y a eu un contrôlé positif. Exact. Je me rappelle. Et voilà, et donc c'est son médecin qui lui a donné un corticoïde qu'il ne fallait pas qu'il lui donne. Et donc nous, on lutte aussi contre ça, c'est-à-dire que ce sportif, il a prévenu pour se soigner, c'est le médecin qui lui a donné, et il se retrouve contrôlé positif au même rang qu'un Armstrong ou autre. Et donc il y a la nécessité, la première pierre les premières actions à faire, c'est effectivement de marquer la différence entre ce qui est dopant et ce qui ne l'est pas. Ensuite, celui qui prend le risque pour sa santé, c'est son problème, et ça devient le problème de tout le monde, et il faut essayer d'améliorer la répression, de l'arrêter, etc. Ce qui n'est pas chose facile, on l'a dit tout à l'heure. Et comme vous l'avez très bien dit, attends, juste 30 secondes. Juste là, et après je me tais, parce que ça, pour moi, c'est le problème, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Le problème, c'est que la motivation principale de tous ceux qui se dopent, c'est la célébrité. Et si nous continuons à aduler comme nous le faisons tous ces sportifs qui se sont dopés, eh bien, franchement, on ne luttera jamais contre le dopage de manière efficace. Ouais, mais le problème, Chris, tu dis ça, mais comme tout à l'heure, vous parlez des footballeurs, mais autant, pourtant, moi, j'aime le foot, mais autant en cyclisme, ils combattent, ils trouvent, même si beaucoup disent, ceux qui se font piquer, c'est qu'ils sont moins intelligents parce qu'ils savent les produits qui sont des slabs ou pas. Mais en foot, il n'y a eu aucun, on parle de ça pour Zidane, Deschamps, etc. Mais ils n'ont pas été contrôlés, donc c'est qu'en foot, alors c'est un peu hypocrite, ils font genre et contrôlent, mais ils on sait qu'ils se sont dopés. Les contrôles ne servent à rien dans tous les sports, il faut être très clair. Armstrong, il a été contrôlé 500 fois et ils n'ont jamais attrapé. C'est-à-dire, on attrape effectivement ceux qui n'ont pas fait attention pour un médicament, etc. Pour le foot, pour vous donner des chiffres, précisément, j'ai que l'année 2009, il y a eu dans le monde entier, dans le foot, 32 000 contrôles. Et il y a eu 0,21% positifs. Et dedans, on y compte le cannabis et compagnie. Donc c'est pour vous dire que avec les contrôles, on n'attrape jamais personne. Toutes les affaires de dopage qui ont été démantelées, alors on pense souvent au cyclisme, c'est par des contrôles policiers. On ouvre le coffre de Willy Vogt, on trouve effectivement de l'OPO. Dans la Juventus, on ouvre l'armoire à pharmacie de la Juventus, il y a plus de 500 médicaments différents, dont la grande majorité interdits. Donc c'est pas les contrôles. Et les contrôles ne marchent pas.
Et Des aveux. Après, il y a des aveux qui sont plus ou moins suivis. Effectivement, on parlait de Zidane. Johnny Hallyday, dans une émission de grande écoute, a dit que le secret de sa forme, c'est qu'il allait se faire soigner dans une clinique en Suisse pour se faire changer son sang. Je reprends ces termes. Comme son ami Zidane, il avait dit sur Canal+. Ça, c'est arrivé dans le vélo, je peux vous dire qu'il y aurait eu des enquêtes, etc. Là, il n'y a rien eu du tout. Alors que le dopage sanguin, c'est du dopage. C'est pas grave parce qu'on sait qu'il y a des combines et ils se défendent, ils ont des avocats. Ce qui me choque, c'est l'opinion publique qui hurle à tire la rideau contre le dopage, mais quand il y a ça, c'est pas grave. C'est comme Laurent Jalabert, c'est le plus grand, peut-être l'un des plus grands dopés des cyclistes français. Il a un palmarès long comme la barbe. Donc, il a flirté il a fricoté avec tous les plus grands dopés de l'histoire des 30 dernières années du cyclisme. Laurent Jalabert se perd la vertu, vient se moquer de nous, et le cycliste préféré des Français. Donc là, il y a vraiment, c'est très gênant. Et le problème, c'est que c'est un problème de signal en amont. C'est-à-dire, on adulte de mecs, et on ferme les yeux, parce qu'on dit, c'est pas grave, ce sont de très grands dopés, mais c'est pas grave, on les aime bien. Et c'est le très mauvais réflexe, parce que, évidemment, ça continuera tout le temps, du coup. Tout le temps. Et l'opinion publique est la première responsable du dopage. 30 secondes. Juste, il y a quelques réactions sur Twitter et il y a une question. Pourquoi c'est les grandes instances organisatrices type FIFA ou UCI qui organisent les contrôles antidopage? Vous savez ou pas? Non, c'est justement pourquoi ça continue. Effectivement, dans les mesures pour que ça évolue, il faut que ce soit des organes indépendants, au même titre que les médecins du sport qui travaillent auprès des clubs, etc. Il faut qu'ils soient le plus indépendants possible. Sinon, ils vont subir des pressions et au lieu de soigner le sportif, ils vont soigner la performance. Ce qui n'est pas la même chose. Non, mais... Alors, justement, moi j'ai une question en rapport avec ça. Est-ce que toi, Dorian, par rapport à ce que tu vois jour après jour, tu penses que le système mis en place actuellement par l'UCI, donc en vélo par rapport au passeport biologique et au contrôle inopiné qui sont faits donc très régulièrement, en compétition et hors compétition, peut être une solution au final pour le monde du sport, ou c'est une utopie clairement? Alors, effectivement, le cyclisme est arrivé à une telle dégradation de son image qu'ils en sont venus à mettre non seulement la localisation des sportifs, qui sont contrôlés 365 jours par an, ils doivent dire où ils sont en temps et en heure, c'est extrêmement lourd, même un prisonnier, on ne ferait pas ça, plus les contrôles inopinés, et ça n'empêche pas les gros tricheurs bien organisés de passer à travers les règles du filet, mais c'est vrai que sur la majorité, ça met une telle pression que ça devient de plus en plus dur. Mais moi, je pense que si on veut traiter la question du dopage, mais au travers de tous les sports, c'est pas en renforçant considérablement la pression, ce qu'on fait sans cesse, c'est en commençant la prévention qui n'a toujours pas réellement commencé. Parce qu'on parle de prévention, etc., mais de dire à des sportifs ne vous dopez pas, ça sert à rien. C'est comme si sur la route, il y avait un panneau. Il y a un manque d'informations concrètes. Il faut des informations très concrètes. Pardon, mais vous prêchez tout seul dans le désert, parce que j'ai entendu aucun responsable de la lutte contre le dopage ou de toutes les instances. Il y en a tellement, c'est un vrai problème à ce niveau-là aussi. J'en ai jamais entendu ce mot prévention dans la bouche de quelqu'un. Vous êtes le premier, et je suis en totale adéquation, mais en sachant que vous ne pas dans le désert. En sachant pour te compléter, Chris, que les derniers mots de Sepp Blatter, donc président de la FIFA, par rapport donc au dopage dans le football, étaient il n'y a pas de dopage dans le football. C'est une vaste farce. Et on peut voir effectivement que dans le foot, et Dorian sera d'accord avec moi, que ce qui est mis en place actuellement en Ligue 1, c'est absolument honteux. Et c'est une farce puisqu'on va choisir un joueur par équipe au début de saison, et c'est même les clubs qui choisissent le joueur pour que celui-ci ait un suivi à l'année au niveau des contrôles inopinés. Donc c'est une blague. On voit au PSG le mec qui était tiré au sort par le club pour effectivement toute l'année dire où il se trouvait et être contrôlé toute l'année inopinément, c'est Peggy Luyindula. Laissez-moi rigoler. Alors, le système de localisation, lui, et moi je travaille un petit peu sur ces questions, notamment avec l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot, et les autres syndicats d'ailleurs, est complètement débile. Le mot c'est débile, c'est-à-dire que soit tout le monde est soumis à ça et finalement on ne sait pas quand quelqu'un va arriver, va venir vous contrôler, mais là on prend quelqu'un au sort et on lui dit toi pendant 3 ans c'est toi qu'on va contrôler. Il faut vraiment qu'il soit idiot pour se faire contrôler positif. Donc le gars il a une contrainte démente pour un résultat qui est forcément nul. Ouais, donc là ça c'est le système méchant des administrations qui a été pondu par peut-être un énarque ou je sais pas qui, et puis, finalement tout le monde le suit bêtement. Donc là effectivement c'est révoltant et ça ne sert à rien.
Et comme il dit Thomas, si c'est encore un grand joueur ou enfin, je dis pas que Lindula c'est pas un grand joueur essentiel. Un joueur cadre du club, mais Lindula c'est un mec qui joue quasiment plus et qui est à peine Oui, mais ça montre l'absurdité de la chose. Complètement stupide. C'est clair. Complètement. Alors, juste un truc, une petite question rapide sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait sur Chris? Est-ce que si on adule toujours ces joueurs comme Zidane ou comme d'autres qui se sont dopés, alors certes ceux qui se sont fait contrôler, ceux qui sont vraiment qui étaient en haut de l'affiche, est-ce que on peut se dire bah écoutez voilà, faut arrêter de les aduler ces gens-là et ça ne sert à rien, ça va pas arranger justement l'image du football. Oui. Moi, je vais même plus loin. Hein. Moi, je l'ai peut-être pas dit, mais mon métier, je suis psychologue en fait à la base, hein, et donc j'ai reçu des sportifs, etc. Et d'aduler les sportifs, alors je comprends qu'on soit admiratif, mais les aduler, qu'ils soient dopés ou non, ça frise le ridicule quand on connaît l'envers du décor. Quand vous avez des sportifs qui vous disent qu'ils ne peuvent pas faire un match sans avoir leur slip rouge, ce sont pas des héros. Ils sont super fragiles, c'est comme des formules, hein, c'est-à-dire le moindre grain de sable, il n'y a plus personne. Et on en fait des héros, alors qu'ils sont très bons sur le terrain, ça c'est clair. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont moins héroïques que nous tous. Parce que le moindre petit pet de travers, excusez-moi l'expression, ils s'effondrent. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être fait aussi qu'un joueur qui soit adulé, mais qu'en même temps il ait de la fragilité, ça peut aussi attirer. Hein. Je pense que oui, mais justement, les médias et écoutez les commentaires du foot ou bon, mais les médias, etc., montrent que ce côté infaillible, ce côté voilà, et ça peut pousser aussi le sportif au dopage qui se dit mais moi je dois être un héros tout le temps. Mais non, un sportif peut avoir des moments de faiblesse, peut dérailler, peut insulter quelqu'un, avoir un carton rouge, que sais-je. Je vous assure, ça arrive encore, parce que à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de dopés en France, et à écouter aussi tous mes chroniqueurs. Je suis désolé d'arriver là-dessus sur tout ça. Je sais qu'il y a du dopage, on va dire entre parenthèses, des vitamines, tout ça. Moi, j'ai fait du sport, j'ai pris des vitamines, j'ai pris des choses qui permettaient d'être un peu mieux. Et après, voilà, je faisais du sport amateur. C'est sûr qu'après, est-ce que c'était des produits dopants? C'est ça ta voix. Automatiquement. C'est ça ta voix, alors. Ils me prennent des produits. Il y a un moment, faut être d'accord avec ça. Certes, les footballeurs ont le droit de prendre des vitamines et tout ça, des produits qui peuvent les permettre d'être un peu au-dessus des formes. C'est normal, avec tous les matchs qu'ils font. C'est normal, tout à fait. Mais après, dire que j'ai l'impression de vous écouter tous, hein, parce que depuis tout à l'heure je vous écoute, vous êtes tous à fond dedans, mais on a l'impression que tout le monde est dopé, hein. Mais non, c'est pas ça l'idée. Le problème, c'est que, alors, par exemple, en cyclisme, c'est très important qu'on parler de ça, et c'est un peu moins le cas en foot, mais c'est un peu ça l'idée. En cyclisme, on sait que tous ont dû se doper parce que c'était une obligation de survie. Et si tu te dopes pas, t'es forcément derrière les autres, parce que le écart avec toi est beaucoup plus grand grâce au dopage, parce que faut savoir, c'est des machines de guerre, les produits qu'ils ont, etc. Donc c'était une obligation. Après, entre les cyclistes, il faut pas tous les mettre dans le même, par exemple, entre les cyclistes et les footballeurs, il faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a ceux qui se dopaient en se disant, en ayant cas de conscience, etc., en se disant, je suis tiraillé par ça, c'est les premiers qui avouent et qui disent, ça me donne mal, parce que franchement, on a de la compassion pour eux. Ils n'avaient pas spécialement le choix. Et il y a les cyclistes comme Armstrong qui ont humilié le sport, qui se sont moqués des gens, qui ont fait des vendettas qui ont appelé avec la mafia, qui ont trafiqué avec l'agence mondiale antidopage, etc. Il y a vraiment une différenciation vraiment à faire. Et vraiment, moi, je voudrais qu'on a poussé un coup de gueule contre les gens, contre les dirigeants, et je suis totalement d'accord. Je suis en admiration devant notre invité du show, parce que je partage tous ces constats. Et alors, l'histoire des Eurobors, c'est la plus grosse arnaque. C'est le système qui est dirigé par l'agence, il faut en parler, parce que c'est le système de l'agence mondiale antidopage, c'est ça le système des Eurobors. C'est-à-dire, comme il l'a dit, un tennisman, parce que je connais beaucoup le tennis, je s'intéresse à ça, un tennisman, un footballeur, il est obligé de dire, il est suivi pendant des années, il est obligé de dire tous les jours ce qu'il fera, de telle heure à telle heure, de telle heure. Mais par exemple, au tennis, c'est impossible. Les mecs, ils perdent un tournoi, ils doivent être remplacés, etc. Et ce qui est terrible, c'est que il y a des joueurs qui ont été suspendus parce qu'ils ont eu un changement de programme, etc. Vous imaginez, essayez de faire ça 360 tous les jours pendant l'année, de dire où vous serez de telle heure à telle heure. C'est impossible. Et les mecs sont suspendus pour dopage. Mais c'est scandaleux, c'est honteux. Et on parlait de la réaction de Blatter, qui est aussi un dirigeant, quoi qu'on en dise, qui est un dirigeant irresponsable et incompétent, mais c'est un dirigeant. Quand il dit il n'y a pas de dopage dans le football,
tout le monde rigole parce qu'on sait bien qu'il y a forcément, même si c'est très faible, ou peu importe si c'est faible ou élevé, tout le monde sait qu'il y a du dopage. Donc en plus, ça décrédibilise complètement le football. Et ceux qui n'aiment pas le football se disent, oui, c'est vraiment des guignols, ils masquent tout ça. Et j'ai tendance, puisqu'il y a un psychologue qui est en face de nous, il connaît bien ce problème-là. Le problème, c'est que les dirigeants sont en train de nous prendre pour des imbéciles et le fait de se sentir manipulé augmente la paranoïa et donc augmente la suspicion. Allez, Dorian, pour conclure, et après, on enchaînera vite fait sur les pronos. Non, pour conclure, un peu dans la même lignée, l'idée, c'est de pas stigmatiser des sports ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où quelqu'un dit il n'y a pas de dopage dans mon sport, c'est un déni. Donc déjà, est-ce qu'on peut faire de la prévention? Non, puisqu'il n'y a pas de dopage, ça sert à rien de faire de la prévention. Donc ça, c'est irresponsable. Et moi, j'ai un terme, justement, emprunté à la psychologie, c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire quand on refoule quelque chose, à titre individuel, pendant des années dans sa vie, quand ça revient, c'est extrêmement violent. Et c'est la même chose pour une structure, une organisation, une fédération. Si on refoule quelque chose, si on dit cette chose-là n'existe pas, le jour où ça va sortir, au lieu de sortir doucement, ça va sortir de manière très violente. Ça va être une affaire Festina ou autre. Donc j'espère, il n'est pas encore trop tard, il faut faire de la prévention auprès des plus jeunes, mais pas de la prévention avec des bonnes paroles, etc., avec du concret, des infos pragmatiques, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Sport Protect et les applications et le label qu'on délivre. Voilà. Bravo, moi j'aime beaucoup en tout cas. Bah voilà, allez voir cette application Sport Protect. Moi j'ai vu aussi tout ça cet après-midi très rapidement. J'ai pas pu avoir tous les renseignements, comme je vous ai dit, j'étais un peu pris sur le vif du sujet. En tout cas très très intéressant ce que vous a dit Martinez Dorian, mais très très complet en tout cas sur ce qu'il a dit. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre avis, vous, si demain vous êtes le président chacun de l'AMA, en une ou deux phrases, le truc à faire le plus vite possible, parce que faut être comme ça, chacun est aussi concret, il émet ses propres idées. Je pense que aussi les auditeurs peuvent le faire et on essaiera de retranscrire un petit peu ce qu'il en sort. Par exemple, la prévention, on a parlé de la prévention de la lutte financière, mais il faudrait aussi créer un système aléatoire de suspension. On l'a dit au tennis, c'est les 100 premiers mondiaux. C'est-à-dire que t'es 99e, t'es tranquille toute l'année, t'es 99e, on va te faire chier tous les jours, et tous les jours tu vas te dire, putain, je vais peut-être suspendu 1, 2 ou 3 ans, juste parce que j'ai eu un changement de programme à la dernière minute. Par contre, le 99e mondial au tennis, par contre, celui qui est 101e, il est tranquille, il est pépère pour toute l'année. Donc vas-y, je commande mes 40 seringues pour toute l'année et je vais y aller à gogo. Déjà, c'est un système complètement débile. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire partout et au niveau concret, c'est pas un sujet abstrait, il y a des choses concrètes à faire partout. Et attention, il serait bien d'avoir vos avis aussi par rapport à ça. Ouais, comme l'a dit Dorian aussi, attention aussi, il y a aussi un manque d'information. Voilà. C'est pire, il y a de la désinformation, c'est-à-dire que même vous avez certains sites de fédérations, de structures officielles qui donnent sur la liste des produits interdits des fausses informations. J'ai fait un article sur le blog là, sport-protect.fr, vous pourrez aller voir, c'est très simple avec des panneaux pour expliquer justement ce genre de désinformation. Et je dis que d'une certaine manière, beaucoup de sportifs de haut niveau roulent avec des pneus lisses sur une route mouillée. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte du risque qu'ils prennent par les produits qu'on leur donne pour se soigner ou les compléments alimentaires. Et le jour où il y a un positif, c'est un peu comme pour les problèmes de localisation. Le gars n'était pas forcément dans l'intention de se doper, mais il va être contrôlé positif parce qu'on n'attrape que les petites mouches avec les contrôles. Et là, c'est la catastrophe pour lui, pour son club, etc. Et là, il y a des choses. Alors, ça résoudra pas toute la problématique du dopage, mais déjà une grande partie. C'est-à-dire ce qui est interdit, autorisé. Imaginez que vous rouliez sur la route et qu'il n'y ait pas de panneau. C'est impossible. Là, c'est le cas aujourd'hui. On vous dit il y a une liste. Mais bon, cette liste, personne ne la connaît et elle est illisible. Je vous invite à regarder parce que c'est tellement compliqué, on ne peut pas le dire en 2 minutes. Cette liste, elle est imbuvable. Sport Protect, allez voir tout ça. Je pense qu'on va conclure là-dessus, messieurs mes chroniqueurs, ils étaient chauds, surtout Chris à fond dedans. On pourra faire 2 heures dessus, je pense aussi. Chris, Thomas, Xavier, pardon, excusez-moi. Non, mais il sera intéressant. Après, effectivement, il y aura d'autres débats sur la psychologie avec Dorian, parce qu'on a la chance maintenant de connaître effectivement un psychologue et de faire ces débats-là, ça peut être intéressant aussi. C'est avec plaisir. Très bien, messieurs. Bon, je pense qu'on a été très complet. Merci à vous tous. Merci à tous nos auditeurs, tous nos tweetos. Merci aussi à Brice qui a été merci à lui qui a géré tout le off et tous les Twitter et tout ça, tout le reste qui s'est passé derrière. Merci encore à Pierre Zunkikas et merci à Dorian. À très bientôt. J'ai envie de vous dire à mardi prochain, comme je vous le dis tout le temps. Et puis quand on aime le foot, on parle foot, bien sûr. Allez, salut, ciao.
Valentier. Partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.